19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 23 juillet 2025. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a lancé ce matin les activités de la 9e édition du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes FONAP du 23 au 25 juillet. Plusieurs femmes et jeunes entrepreneurs vont exposer leur savoir-faire au palais du 29 juillet de Niamey. Le compte-rendu de Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Et c'est parti pour la 9e édition du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes FONAF. 802 exposants, parmi eux 712 femmes venues de 173 communes du Niger, représentant 167 métiers traditionnels et émergents, vont mettre en lumière leur savoir-faire nigérien au cours de cette initiative qui vise l'inclusion économique. Il y a 8 ans, ce forum n'était qu'un rêve. Un rêve porté par une conviction simple mais puissante avec des jeunes engagés. Que nos femmes, souvent éloignées des opportunités, portent en elles une force créatrice et une intelligence économique inestimable. Que nos jeunes, trop souvent à la recherche de repères, sont capables de bâtir l'avenir du Niger s'ils trouvent la main tendue, l'espace et surtout la reconnaissance qu'ils méritent. Ce rêve est devenu projet, puis ce projet est devenu une réalité et aujourd'hui le FONAF est devenu un rendez-vous national incontournable. Au fil des années, nous avons vu naître des ambitions, des micro-entreprises, des coopératives, des groupements. Nous avons vu des produits locaux conquérir les marchés. Nous avons vu des femmes rurales prendre la parole avec fierté. Nous avons vu des jeunes croire en eux de nouveau. C'est cela le FONAF. Une plateforme de transformation silencieuse mais puissante. Pendant 8 éditions, nous avons sillonné le pays, tendu l'oreille aux besoins du terrain et surtout mis en lumière des talents souvent invisibles et avec le soutien des autorités et des partenaires techniques et financiers. Promouvoir le développement durable, renforcer les institutions et protéger l'environnement, c'est le thème de cette 9e édition à l'occasion de laquelle les partenaires et les autorités ont réaffirmé leur engagement à ce rendez-vous des femmes et des jeunes entrepreneurs nigériens. Le gouvernement donc s'engage à appuyer fortement dans le cadre de la refondation de notre pays. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani, porte une grande attention aux initiatives développées par les femmes et les jeunes. Pas seulement pour ce qu'ils font en termes de production, mais aussi pour faire de ces groupes sociaux importants les pionniers de notre autosuffisance dans la production agricole, dans la production de biens et services, divers de bonne qualité, dans l'innovation, dans la promotion de notre patrimoine culturel et civilisationnel, la création d'emplois durables et bien rémunérés. Bref, pour faire de ces groupes importants sociaux des piliers. Le lancement du FONAF a été la visite par les officiels des stands érigés pour la circonstance. Le Premier ministre, parrain de ce forum, le 9e du genre, a auparavant invité la population de Niamey à apporter leur pierre à l'édifice de cette initiative. Le projet de réglementation par l'État des frais de scolarité des écoles privées d'enseignement général n'a pas laissé indifférent l'association des fondateurs des écoles privées d'enseignement général à travers son président Nassirou El Hadji Sanoussi. Pour ces derniers, si cette décision venait d'être approuvée et sans subvention de l'État, ça serait l'effondrement du système éducatif. On l'écoute. On a toujours été là pour créer les conditions d'une école de qualité, pour créer les conditions d'une école nigérienne qui existe. Jusqu'à l'arrivée des événements de CNSP, on avait pris l'engagement qu'aucun enfant nigérien ne va rester à la maison parce que le pays a été sanctionné. On a permis aux parents d'élèves d'amener leurs enfants, même s'ils n'ont pas les moyens, et on va gérer la suite. D'inscrire leurs enfants avec le peu qu'ils ont pour ceux qui en ont. Mais aussi et surtout,
on a donné des bourses de près de 65 millions pour les enfants de FDS. Pour vous dire que c'est un système purement social qui a accompagné, qui continue à accompagner les efforts de l'État. Parce qu'avant tout, le travail que nous faisons, c'est un travail de l'État, c'est un travail régalien de l'État. Et c'est pour cela que nous comprenons que l'État puisse prendre ce genre de décisions. Mais seulement, connaissant la situation du système éducatif nigérien, il est important, extrêmement important de tenir compte des mesures d'accompagnement. Sinon, le système va s'effondrer et que ça va être désormais un enseignement au rabais. Ça va être désormais une école privée sans innovation. Ça va être désormais des résultats incertains dans les écoles privées. Et je ne pense pas que c'est ce que veut l'État. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. L'association islamique du Niger a servi de cadre ce matin pour la tenue de la déclaration du comité national des regroupements des associations islamiques et des Zawiya du Niger. Une déclaration dans laquelle ils appellent les Nigériens à prier pour la paix et la sécurité. Asma Oussedou, Chebou Guissou. Qu'Allah veille sur le Niger, son peuple. Apporter leur contribution au pays et à l'ensemble de la population à travers des prières et des invocations, c'est l'objectif de la présente déclaration du Comité national des regroupements des associations islamiques et des Zawiya du Niger qui lance cet appel à l'endroit des Nigériens. Les vaillants peuples croyants du Niger, forts de ces valeureuses forces de défense et de sécurité, les FDS, et résolument engagé, n'a jamais douté de son combat, de sa volonté de le poursuivre sur tous les fronts pour une victoire certaine, Inch'Allah. Car Allah exhorte les croyants à ne pas fléchir devant l'ennemi. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Ne faiblissez pas dans la posture du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce que lui, il n'espère pas. Et Allah est omniscient et sage. » Sourate 4, verset 103. De par son autorité morale et sa responsabilité citoyenne, le comité des groupements des associations islamiques et des Zawiya du Niger affirme son devoir de s'investir pour le bien de la nation. Cette action est conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit encore dans le Coran: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers d'Allah et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Coran surat 4, verset 59. Pour ce faire, maintenant notre arme, la meilleure et la plus puissante, que sont les prières, les invocations et la lecture du Saint-Coran, dans nos mosquées, dans nos lieux de rassemblement et constamment en tout lieu. Ils ont aussi appelé par la même occasion les fidèles à faire des kunut et des invocations à la prière de Jumu'ah ce vendredi 25 juillet 2025 sur l'ensemble du territoire et en impliquant toutes les forces vives de la nation afin de consolider l'unité nationale, la paix et la sécurité. Organiser la lecture du Saint-Coran avec les invocations le samedi 26 juillet 2025 dans les villes, les villages du Niger et dans la diaspora. Pour la quiétude, la cohésion sociale et pour faire échec aux ennemis de la patrie. Le comité national appelle les habitants de Niamey et alentour à une lecture du Saint-Coran suivi d'invocations et de kunut à la grande mosquée Kadhafi le samedi 26 juillet 2025 à partir de 10h. Dans nos prières et invocations, sollicitons la paix et la sécurité au peuple frère de Palestine
victimes de génocide dans la bande de Gaza. Et enfin, invoquons beaucoup Allah pour un hivernage fécond au Niger, dans les pays de l'AES et dans tous les pays musulmans. Dans le Coran, Allah nous donne la garantie. L'heureuse fin appartient aux pieux. Qu'Allah veille sur le Niger, son peuple et ses dirigeants. Enfin, le Comité national des regroupements des associations islamiques et des AUA du Niger demande aux fidèles à multiplier les prières et les invocations en faveur de la paix et la sécurité au peuple frère de Palestine, victime d'un génocide dans la bande de Gaza. Voilà, place à présent à la partie magazine. Nassur El Hadj Sanoussi, président de l'association des fondateurs des écoles privées d'enseignement général, se prononce par rapport à la réglementation des frais de scolarité dans les écoles. Juste après cette partie magazine, vous pourrez suivre, comme tous les mercredis, la chronique juridique qui porte cette semaine sur le thème « Le droit d'accès à la justice ». Très bonne réception à vous. On a vu le décret, mais ne connaissant pas son contenu, on ne peut pas concrètement l'apprécier efficacement et de manière formelle. Mais ce qu'il faut retenir, la base de l'appui du décret, on l'avait dit, c'est les travaux d'un comité ad hoc. Effectivement, on a participé aux travaux de ce comité et qui regroupait tous les partenaires de l'école et d'autres partenaires de tous les ministères concernés. En effet, pendant les travaux, les discussions ont été faites et des propositions de frais ont été aussi faites, mais aussi des recommandations officielles ont été faites à l'État. Mais à la fin, on avait fait aussi des observations par rapport à certains points dont on n'était pas d'accord avec les membres du comité. Et on avait demandé au président du comité d'en tenir compte. Et justement, en rapport avec le comité, on nous a autorisé à faire nos observations et on les a annexées au document. Et donc, normalement, nous attendons le contenu du décret pour voir si les mesures d'accompagnement ont été concrètement considérées, mais aussi si nos observations ont été prises en compte. Parce qu'elles vont dans le cadre de renforcement de désormais cette application qui va, si ce n'est pas le cas, créer les conditions d'un effondrement de ce système. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que ça fait plusieurs années que l'enseignement privé constitue en tout cas le socle, le support principal du système éducatif nigérien. Toutes les années que les perturbations ont été le quotidien de ce système, toutes les années que les résultats n'ont pas été bons, toutes les années où seul le privé constituait les principales écoles qui faisaient la rentrée scolaire, on a toujours été là pour créer les conditions d'une école de qualité, pour créer les conditions d'une école nigérienne qui existe. Jusqu'à l'arrivée des événements de CNSP, on avait pris l'engagement qu'aucun enfant nigérien ne va rester à la maison parce que le pays a été sanctionné. On a permis aux parents d'élèves d'amener leurs enfants, même s'ils n'ont pas les moyens, et on va gérer la suite. D'inscrire leurs enfants avec le peu qu'ils ont pour ceux qui en ont. Mais aussi et surtout, on a donné des bourses de près de 65 millions pour les enfants de FDS. Pour vous dire que c'est un système purement social qui a accompagné, qui continue à accompagner les efforts de l'État. Parce qu'avant tout, le travail que nous faisons, c'est un travail de l'État, c'est un travail régalien de l'État. Et c'est pour cela que nous comprenons que l'État puisse prendre ce genre de décisions. Mais seulement, connaissant la situation du système éducatif nigérien, il est important, extrêmement important de tenir compte des mesures d'accompagnement. Sinon, le système
va s'effondrer et que ça va être désormais un enseignement pour rabais. Ça va être désormais une école privée sans innovation. Ça va être désormais des résultats incertains dans les écoles privées. Et je ne pense pas que c'est ce que veut l'État. Maintenant, l'autre aspect des conséquences, c'est que lorsque vous avez des frais plus ou moins pas à la hauteur de vos prévisions, ça veut dire que vous êtes déprogrammé par rapport à votre prévision. Si vous avez des engagements à la banque, des engagements salariaux, des engagements au niveau des impôts, des engagements au niveau de vos partenaires, tout ceci est des engagements au niveau de la caisse de sécurité sociale, c'est des choses qui vont être difficiles à assumer. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est extrêmement important que toutes les observations dont on a apporté dans le document doivent être prises en compte. Sinon, il y a des écoles certainement qui ne pourront pas le supporter et peut-être vont disparaître. Les 20 000 enseignants au-delà qu'on avait comme emploi peuvent aussi être victimes ou de diminution de salaire ou probablement de manque d'emploi. Parce que quand les écoles vont fermer, c'est des emplois qui vont perdre. Donc nous pensons que ce n'est pas ça que la communauté scolaire a besoin maintenant. On a besoin de créer les conditions pour solidifier le système, pas le fragiliser. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important de faire le bon choix en accompagnant les établissements privés qui, je pense bien, ont fait preuve de leur bonne foi en termes de qualité et de fidélité par rapport à leurs devoirs. Il est extrêmement important de tenir compte et surtout de créer les conditions pour que des charges comme celles des impôts, des charges comme celles de la tarification d'eau et d'électricité, comme des entreprises, ne leur soient plus, en tout cas, mis pour qu'elles soient soulagées. Et cela nous permettra peut-être de créer les conditions d'une école plus ou moins compétitive. Mais ce que nous craignons, c'est surtout de revoir les parents nigériens prendre leurs enfants pour les amener à l'extérieur parce que notre école ne marche pas. Ça, nous n'avons pas besoin de ça. Et je suis sûr que les premières autorités de ce pays n'ont pas besoin de ça. Alors nous leur demandons de créer les conditions pour que ce système-là puisse résister, quelle que soit la situation. Que nous avons passé, il s'agit de l'avenir de ce pays. Merci. La justice est un service public qui est ouvert à tous les citoyens, sans exception, et même aux citoyens étrangers vivant au Niger. Et cela résulte non seulement des textes fondamentaux de l'État, mais également des différentes lois dont l'État du Niger s'est doté. Donc, la question de l'accès à la justice est un droit fondamental. Sans accès à la justice, il n'y aurait pas, si vous voulez, de vie en société. En fait, l'État est basé sur le fonctionnement ou le bon fonctionnement de la justice. Et pour garantir ce bon fonctionnement de la justice, créer les conditions d'égalité de tous les citoyens devant la loi, parce qu'il revient à la justice de dire le droit. En cas de litige, nul n'est censé se faire justice soi-même. C'est pourquoi la justice a été instituée afin que les parties litigantes, les parties qui estiment qu'elles ont une cause à faire entendre, qu'elles puissent porter cette affaire devant les autorités compétentes qui sont appelées à trancher le litige. Donc, l'accès à la justice est une question fondamentale. Et c'est pour cette raison qu'au Niger, nous avons la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile qui organise comment est-ce que les citoyens peuvent saisir la justice lorsqu'ils ont effectivement une cause sur laquelle ils estiment que la justice doit se prononcer.
Et l'accès à la justice est libre. En aucune manière, on ne peut imposer à quelqu'un, lorsqu'il estime qu'il ne veut pas saisir la justice, de porter une affaire devant la justice. Donc, il reviendra à la partie qui décide librement de se faire entendre par la justice, de saisir la justice. Et c'est en ce sens que l'accès à la justice est encadré par la loi 2015-23 portant Code de procédure civile. Nous allons ici voir les articles 2, 3 de cette loi qui porte Code de procédure civile. Le titre premier ou le chapitre premier, j'allais dire, traite des droits fondamentaux. Et à la section première de cette loi, il est traité du droit d'accès à la justice. Et en ce sens, l'article 2 du Code de procédure civile dispose que toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Donc vous voyez en fait que l'accès à la justice a une source, a une base, notamment la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Donc ce sont ces textes qui constituent la base. Et vous savez que nous sommes, depuis l'avènement des autorités du CNSP, la Constitution a été suspendue et nous avons désormais une ordonnance qui a été prise et qui encadre la vie de la nation pendant cette période de transition. Donc c'est cette ordonnance-là qui fait office de Constitution, qui nous permet, mais qui garantit un certain nombre de droits aux citoyens. Nous avons également les conventions internationales. Nous avons les lois telles que la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile, et ainsi que tous les autres textes sur lesquels les citoyens peuvent se fonder pour agir en justice. Donc, au thème de cet article 2, le droit d'accès à la justice est ouvert à tous les citoyens sans exception. Lorsque vous estimez qu'il y a un acte qui préjudicie à votre droit, eh bien, la loi vous donne la possibilité de porter cette affaire devant la justice. Vous savez, très souvent, ce n'est pas le fait d'avoir tort qui empêche de saisir la justice. Il y a des gens qui peuvent saisir la justice malgré qu'ils ont tort. Il reviendra à la justice de déclarer leur affaire soit irrecevable ou bien de dire à travers un jugement en droit qu'elles ont tort dans l'affaire. Bien sûr, vous allez voir deux parties protagonistes, deux parties litigantes. Chacune estime qu'elle a raison. Mais c'est au nom du droit d'accès à la justice qu'elles peuvent saisir la juridiction compétente et qui pourra éventuellement trancher les litiges entre les deux parties. Mais ici, le caractère que je vais ressortir, c'est ce caractère libre de la saisine de la juridiction. Chaque citoyen est libre de porter une cause devant la justice lorsque ce citoyen estime que ses droits fondamentaux sont bafoués. Mais il ne revient pas à lui de se faire justice, mais il reviendra à la juridiction compétente de dire le droit, de trancher le litige entre lui et la personne en question. Maintenant, l'article 3 de cette disposition, toujours par rapport au droit d'accès à la justice, dispose que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante. Notez bien ce caractère. Par une juridiction indépendante, impartiale et dans un délai raisonnable. Ça, c'est un autre aspect du droit d'accès à la justice. Lorsque vous estimez que votre droit est bafoué, lorsque vous estimez que vous avez une cause sur laquelle vous voulez qu'un juge se prononce, eh bien l'article 3 vous donne la possibilité de saisir cette juridiction compétente. Et maintenant, cette juridiction est ou doit être une juridiction indépendante. Nous parlons ici du principe de l'indépendance de la justice. Elle doit être une juridiction impartiale et elle doit rendre une décision dans un délai raisonnable. Nous sommes en train de parler de la loi 2015-25 qui porte Code de procédure civile. Cela veut dire tout simplement que pour chaque action en justice, il y a un certain nombre de délais parce que l'action du juge est également l'action du juge et des parties. Parce que dans un procès, vous avez des parties protagonistes au milieu desquelles se trouve le juge. Donc, et l'action du juge et l'action des parties sont encadrées dans des délais qui sont prévus par la loi. Donc, les parties n'agissent pas d'elles-mêmes selon ce qu'elles veulent. Ni le juge,
selon ce qu'il veut. Mais toutes les deux sont encadrées dans un certain nombre de délais qu'elles doivent observer. C'est pourquoi l'article 3 dispose que le juge rend sa décision ou bien la juridiction entend votre cause dans un délai raisonnable. Maintenant, le juge est obligé d'appliquer la loi au terme de l'article 3. Le juge est obligé d'appliquer la loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi pour refuser de statuer sous peine du déni de justice. Concrètement, en fait, cela ressort le caractère du droit d'accès à la justice. Cela veut dire que quand vous portez votre cause devant un juge, le juge ne peut pas refuser de statuer sur votre cause. Le juge ne peut pas dire non, votre dossier, je ne peux pas le traiter. C'est-à-dire la loi fait obligation au juge d'entendre votre cause et de se prononcer, même s'il doit rejeter votre recours. Mais au moins, le juge doit se prononcer sur cette question. Et s'il se prononce sur votre cause, il doit motiver sa décision. Quelles sont les raisons pour lesquelles il a rejeté votre requête ou bien il a rejeté votre recours? Ça, c'est le droit d'accès à la justice qui l'oblige dans ce sens. Et la loi dit que si il ne se prononce pas, eh bien, là, il fait ce qu'on appelle un déni de justice. Or, tous les citoyens, sans exception, ont un égal accès à la justice et ont droit à ce que leur cause soit entendue et qu'une décision soit donnée dans l'affaire qu'ils ont portée à la justice. Maintenant, il n'est pas dit toujours que c'est lui qui saisit la justice, c'est celui qui a raison. Il n'est pas dit que c'est quand vous saisissez la justice que le juge rend une décision en votre faveur. Vous pouvez être celui qui est l'auteur de l'action en justice, mais que vous êtes débouté ou que le juge rend une décision en votre faveur sur la base de son appréciation du dossier, sur la base du droit qu'il aura à dire dans le cadre d'espèces. Donc voilà schématiquement ce que je peux vous dire sur le droit d'accès à la justice.